Embalo sont venus assister à la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Ils ont été accueillis par leur homologue, le président Bassirou Diomaye Faye. Un massacre reconnu par la France 80 ans après, des faits dont nous parlerons avec le professeur Mamadou Diouf, président du comité chargé de l'organisation de la commémoration prévue ce 1er décembre. Il est l'invité de ce journal. Et puis, abrogation de la loi d'amnistie, une question qui agite l'espace politique. Les avis divergent autour du débat et nombreux sont les juristes qui contestent la faisabilité de cette abrogation. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres et le développement. C'était tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'arrivée des présidents de la Gambie, Adama Barrow, et de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Ils sont donc arrivés à Dakar ce samedi pour participer aux cérémonies commémoratives du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs à Thiaroye, un anniversaire prévu ce dimanche 1er décembre à leur arrivée à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Et bien, comme vous le voyez sur ces images, ils ont été accueillis par leur homologue, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 15 ans après le massacre des tirailleurs au camp de Thiaroye, à 24 heures de l'anniversaire de cette tragédie, le rappeur Matador monte au créneau pour encourager les autorités sénégalaises à faire jaillir la vérité autour de ce drame. Notre reporter l'a rencontré. Les détails, c'est avec Habib Faye. Il est connu du grand public, l'artiste rappeur Matador fait partie des pionniers du groupe BMG 44 inspiré de Thiaroye 44. Trouvé dans les cimetières où sont inhumés les tirailleurs massacrés le 1er décembre 1944, Matador réclame justice. On a été toujours pas trop d'accord parce que xamuñu li nekk fii ay cimetière la ñu sol ay nit yoo xam ni voilà ku gaañu am na ay cimetière comme dëkk bu nekk am na ay cimetière. Les tombes sont anonymes, ce qui est anormal selon lui. ci lu ñu bëri jàpp te d'accord ko ak ñi dëkk Thiaroye ak ñi nga xam ni jot nañu waxtaan ak ñoom ci histoire bi ay ak ñoo xam ne jamono yooyu fekke woon parce que là peut-être ci tirailleurs kenn dudatul mais am na ay période am na ñu desoon di dund am nañu ay maam yu fa fekkee. Ce vieux Birame Senghor a perdu son père dans ce massacre. liñ ñu gëm mooy ni du fii lañ tëdd. Après l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 qu'on a enrôlé mon père avec ses camarades, c'est-à-dire on les a mobilisés. Maintenant, en septembre 1944, comme ils étaient fatigués, épuisés et tout, alors les colonialistes étaient obligés de les rapatrier et de les libérer. Donc, le 1er décembre, 2 semaines après leur arrivée dans le camp et alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs indemnités de combat, les forces coloniales leur ont tiré dessus. Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort d'au moins 35 personnes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à plusieurs centaines. Merci Habib Faye. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Nous recevons ce soir le professeur Mamadou Diouf, historien de profession. Vous êtes le président, monsieur Diouf, du comité chargé de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Bonsoir monsieur Diouf, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, à 24 heures de cette date historique pour notre nation, pouvez-vous nous faire le point sur les activités qui vont marquer ce 80e anniversaire? Les activités qui vont marquer ce 80e anniversaire sont de deux types. Le premier type est la commémoration, si vous voulez, des manifestations qui sont des manifestations officielles qui vont se dérouler au cimetière de Thiaroye et au camp militaire de Thiaroye. Ce sont les deux éléments les plus importants. Un dépôt de gerbes du président de la République, une inauguration d'une expo sur les faits d'armes des tirailleurs et un déplacement vers le camp militaire. Et au camp militaire, on aura les discours, on aura aussi une cérémonie militaire, on aura les déclamations des poèmes des deux lauréats du concours des écoliers. Et ensuite, on va avoir une prestation de Didier Awadi.
Alors, de belles choses qui se profilent pour demain, en tout cas, pour marquer ce 80e anniversaire, ce massacre. Professeur, vous revenez fraîchement d'une mission d'exploration en France, laquelle vous a permis de consulter des archives en lien avec cette page sombre de l'histoire coloniale française. Une mission qui vous a permis de faire de nouvelles découvertes. Vous l'avez annoncé hier dans votre conférence de presse. Nous savons que vous réservez la primeur aux autorités sénégalaises, certainement, mais est-ce qu'on pourrait savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ces découvertes? En fait, je n'ai pas été membre de cette délégation qui est allée en France. Et cette délégation était composée de 2 historiens, de 2 archivistes, d'un documentaliste et du directeur du musée des forces armées. Et cette délégation avait pour principale mission, en collaboration avec les autorités françaises, de faire un travail qui est le travail confié au comité. Ce travail, c'est d'identifier l'ensemble des archives qui sont relatives à la crise et de pouvoir les analyser. Et ce qu'on sait de manière définitive, c'est que les Français ont toujours essayé de dissimuler une partie de ces archives. Parce que cette énorme tâche sur l'histoire de la France, le massacre de soldats qui se sont battus pour la France, était quelque chose que les autorités françaises, surtout les autorités françaises de la libération, qui étaient célébrées dans toute la France, par la France, le retour de la France éternelle, si vous voulez, dans sa propre fiction. Ce moment-là a été précisément le moment où il disait aux colonisés, vous restez à votre place. Vous n'avez pas à vous réjouir de ce qui s'est passé et les gains ne sont pas pour vous. Donc quand mes collègues sont partis, ils sont partis en sachant que certaines archives sont connues, certaines archives qui ne sont pas accessibles existent. Justement, parlons de ces archives non rendues publiques, conservées jalousement par la France. Le président Macron a reconnu qu'il y a effectivement eu massacre. Est-ce que cette reconnaissance autorise-t-elle, selon vous, bien logiquement, une déclassification de ces archives? Pas nécessairement, mais la pression française, sénégalaise, la pression africaine est en train d'amener les Français à changer de fusil d'épaule. Vous pensez que si la France, 7e puissance mondiale, a fini par plier et reconnaître justement qu'il s'agissait d'un massacre, ce qui s'est passé à Thiaroye il y a exactement 80 ans, vous pensez que c'est en partie grâce à la pression exercée par les puissances africaines? Absolument, par le Sénégal en particulier, le fait d'avoir mis en place ce comité, le fait d'avoir une célébration tonitruante, fait qu'effectivement la France se trouve acculée. Mais ça, c'est une procédure, si vous voulez, qui découle de toutes ces batailles autour de certains faits historiques, et en particulier des massacres qui ont rythmer la vie des empires coloniaux. Et c'est pas seulement, si vous voulez, ce qu'on retrouve cette attitude en France. Les Anglais l'ont fait dans les moments où effectivement ils ont procédé à des carnages de ce type, que ce soit au Kenya, que ce soit en Afrique du Sud. Mais il est tout aussi vrai que la pression des historiens et la pression des États ont dans une très grande mesure amené les puissances et les États à reculer. Et ce travail est un travail qui est en train d'être fait. C'est pour ça que avant Macron, Hollande avait reconnu, mais quand Hollande est arrivé à Dakar en 2014, il a parlé d'une répression sanglante, mais il n'a pas parlé de massacre. Et c'est maintenant qu'il parle de massacre.
Hollande reconnaît, Macron reconnaît le massacre, mais toujours parle d'une confrontation qui n'a pas existé. Les tirailleurs ont été massacrés. Un détachement est arrivé à l'aube avec des mitrailleuses et un char, et ils ont tiré sur les gens. Alors, vous êtes historien, on va justement plonger dans l'histoire de ces tirailleurs. Ces soldats africains de l'infanterie coloniale française seraient en grande majorité des Sénégalais. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer, puisque jusqu'ici, impossible de dire combien de tirailleurs ont péri au cours de cette tragédie? Ils n'étaient pas en grande majorité des Sénégalais. Et je pense, mais ça, comme je dis, la recherche va nous édifier. Je pense que les Sénégalais étaient minoritaires. Mais même la notion de Sénégalais ne signifie pas ce qu'on appelle Sénégalais aujourd'hui. C'est-à-dire les habitants de cet espace qui est devenu l'État sénégalais. Quand le bataillon des tirailleurs est créé dans les années 1850, en 1856, en fait, ça s'appelait tirailleurs sénégalais parce que ce que les Français appelaient la colonie du Sénégal, c'était seulement Saint-Louis. Gorée faisait partie de ce qu'ils appelaient les dépendances. Donc c'est ce tout petit espace. Mais ils ont très tôt commencé à élargir cet espace qui va devenir progressivement la colonie dont nous allons hériter. Mais la France aussi a continué à recruter dans la force noire dans toute la région, et disons de l'Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale. Donc ces tirailleurs, on devrait les appeler aujourd'hui tirailleurs africains. Ou ouest-africains. Mais on ne peut pas parce que ce nom générique est le nom historique. Alors, il y a une thèse qui nous apprend également que la plupart de ces tirailleurs n'ont pas pris part au combat. Est-ce vrai? C'est vrai. Les tirailleurs qui ont été rapatriés en 1944, quand la plupart d'entre eux arrivent en France quelques mois avant l'effondrement de la France, ce qu'on a appelé la débâcle. La France est battue le 18 juin et l'Allemagne occupe une partie de la France. Donc la plupart de ces tirailleurs, sinon disons la totalité, ont passé 4 années en prison. D'abord dans les prisons allemandes et ensuite les Allemands les ont transférés dans les prisons de la zone occupée au centre et une partie au sud de la France. Donc, ces tirailleurs ont été utilisés par les Allemands dans leur effort de guerre, ont été très très maltraités dans les prisons, si vous voulez, dans les prisons allemandes. Et ça a une conséquence, si vous voulez, à la fois sur leur réaction par rapport au traitement que les Français vont les faire subir. Parce que toute une partie d'entre eux, quand ils sont libérés, avant d'être rapatriés, ils travaillent dans des camps de travail. Ils sont utilisés plus dans ces camps de travail que dans l'armée. Et cela va avoir des conséquences qui sont des conséquences importantes. C'est pour ça que Senghor, quand il écrit en fait son recueil de poèmes ostinoirs, qui est dédié aux tirailleurs sénégalais, parce que lui aussi il a été en prison, en fait, et certains de ses poèmes sont écrits en 1944, comme le poème sur Thiaroye où il se lamente de ce qui est arrivé. Senghor insiste beaucoup plus sur le fait qu'ils étaient prisonniers et la maltraitance de cette période, qui est cette période de captivité. Alors, professeur, hier, à cette place se trouvaient 2 députés français signataires d'un texte pour l'institution d'une commission d'enquête parlementaire. Il s'agit de 2 députés français, bien entendu, une commission d'enquête
destiné à faire jaillir la vérité autour de ce massacre. Est-ce que le comité technique que vous dirigez va coopérer avec cette commission ou le Sénégal va-t-il mener sa propre enquête? On va coopérer avec tout le monde, avec l'idée centrale que l'histoire de l'empire colonial français est une histoire partagée entre des Français qui dominaient des Sénégalais. Et cette domination s'est exercée dans la violence. Et un des éléments de cette violence, une des expressions, c'est le massacre de Thiaroye. Et il est évident qu'il sera toujours difficile de travailler sans une coopération des Français. Aujourd'hui, c'est d'imposer effectivement l'idée qu'il est absolument nécessaire que l'accès aux archives soit fait. Deuxième chose importante aussi, c'est de parler d'une histoire et d'en parler de la manière la plus objective. Il est vrai que l'idée d'une commission parlementaire est très importante et la commission parlementaire peut lever les entraves à l'accès aux archives. Mais le premier à avoir demandé une commission d'enquête parlementaire sur ce qu'il appelait la tuerie, le carnage, les deux mots sont de lui, c'est Lamine Gueye, 1944. Et il n'y arrive pas. L'Assemblée refuse. Mais l'idée d'une commission parlementaire est une idée qui traîne dans la mesure où il est absolument nécessaire de faire, disons, d'éclairer cet épisode de l'histoire à la fois du Sénégal, mais aussi de l'histoire de la région, parce qu'il y a plusieurs pays d'où étaient recrutés les tirailleurs, mais aussi l'histoire de la France. Oui. C'est aussi l'histoire de la France, l'histoire d'un crime qui est perpétré par un État, qui est l'État français. La majorité des victimes ne sont plus de ce monde, hélas, mais leurs ayants droit, oui. Comment les reconnaître, les recenser, afin qu'ils puissent, le moment venu, bien entendu, percevoir les indemnisations de leurs aïeux? Ça aussi, c'est un travail qui est en train d'être fait par le comité. Ce comité a une sous-commission qui s'occupe des affaires légales. Le travail assigné est de recenser l'ensemble des interventions qui sont les interventions juridiques. À la fois les discussions à l'Assemblée nationale, les interventions individuelles pour demander réparation. Pas seulement des réparations matérielles, mais aussi des réparations morales. Donc, le travail que nous faisons est à la fois un travail politique. Thiaroye 44, c'est l'engagement d'un régime dans, si vous voulez, un champ où s'exprime la souveraineté forte. Donc, une révision du rapport à la France. Bonne transition, justement, parce que c'était l'objet de ma prochaine question, ce geste de reconnaissance du massacre de Thiaroye par Emmanuel Macron coïncide avec un possible retrait des troupes françaises du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye l'a évoqué, il l'a confirmé lors d'un entretien avec un médium français. En tant qu'historien, témoin des liens historiques justement qui unissent nos deux pays, comment lisez-vous cette nouvelle dynamique que nos autorités veulent imprimer aux relations entre nos deux pays? Mais parce que c'est la fin d'une longue histoire, qui est une longue histoire que j'appelle d'une certaine intimité entre la France et ses anciennes colonies africaines, en particulier entre la France et le Sénégal. Si vous regardez l'histoire de ce pays, si vous regardez les 3 premières générations de politiciens jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, ce sont des politiciens qui sont probablement devenus des adultes en France, qui ont des amis dans la classe politique française et qui entrent dans un système, une logique qui est
profondément marqué par la relation avec la France. Mais autant la France elle-même aussi s'est désengagée pour des raisons parfois qui ne sont pas des raisons, si vous voulez, volontaires. La bataille nationaliste a imposé la décolonisation, mais la France s'est réajustée aussi dans un environnement qui a profondément changé, l'environnement international, l'intégration européenne et tous les problèmes auxquels la France fait face aujourd'hui, fait que la France, elle aussi, est contrainte par une nouvelle situation. Et dernière chose très importante, vous savez, 70% des Sénégalais, semble-t-il, ont entre 0 et 30 ans. Les bribes de la présence française ne sont plus non seulement très importantes, mais elles sont contestées par une génération qui pense autrement le monde. Et une génération qui est plus ouverte, si vous voulez, à des flots qui viennent d'ailleurs. Au moins d'ailleurs que la francophonie. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, comme je dis, la langue française est aussi une langue qui est possédée par les Africains sans relation avec la France. Alors, on va revenir, ce sera la dernière question, aux activités marquant ce 80e anniversaire, parce qu'au-delà des festivités que vous entreprenez d'organiser demain, c'est tout un agenda qui va être déroulé tout au long de l'année 2025 à travers des panels, des conférences. Un point sur cet aspect scientifique de votre agenda? L'aspect scientifique est crucial. Comme je disais, j'ai parlé des cérémonies officielles, j'ai pas parlé de la transition, j'ai mentionné la prestation de Didier Awadi, mais il y a aussi ce ballet poème, comme il l'appelait, de Keita Fodeba, aube africaine, qui est adapté et mis en scène par Mamadou Traoré Seba, en fait au Grand Théâtre. Et ce qui fait la valeur de ce spectacle, qui est à la fois chanté, dansé, mais aussi dialogué, c'est en fait l'histoire d'un tirailleur, Naman, de son recrutement quand il travaille au champ, à sa mort, à Thiaroye. Mais ce qui est très intéressant et important, c'est pour ça que ça s'appelle Aube africaine, c'est que cette tragédie est porteuse d'une histoire à venir, qui est l'histoire de l'émancipation de l'Afrique. Comme en fait dans le poème de Senghor Thiaroye, il se lamente, mais en même temps il chante cette Afrique éternelle qui va venir et qui annonce, comme il dit, un temps nouveau. Et cela nous permet effectivement de rentrer dans un travail d'identification d'un lieu de mémoire et de récit à porter. Comme je disais, le premier récit, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé. Le deuxième récit, c'est de montrer comment, en fait, ce travail de mémoire peut porter, si vous voulez, une conscience panafricaine. C'est-à-dire qui permet à une communauté de se repenser à partir d'une histoire qui n'est pas le passé, mais d'une histoire à venir. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf, et surtout plein succès dans le déroulement de ces activités marquant le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, donc commémoration prévue donc demain 1er décembre. Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous poursuivons ce journal avec l'abrogation de la loi d'amnistie. Les spécialistes agitent actuellement la question et les avis divergent. D'anciens parlementaires pensent que les dispositifs actuels rendent difficile l'abrogation de cette loi. Les détails, c'est avec Alassane Diop. Peut-on abroger la loi d'amnistie adoptée sous le régime de l'ancien président Macky Sall? Le débat s'oppose et les spécialistes sont partagés sur la question. Pour Maître Aïssata Tall Sall, ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie
C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, la non-rétroactivité des lois ne permet pas que la loi qui abroge la loi d'amnistie fasse rétroagir et aller chercher des actes qui sont couverts par la loi d'amnistie. C'est un débat sérieux. Le professeur Amendiaï ne dit pas le contraire. Sur le plateau de ITV septembre dernier, pour lui, il est difficile de revenir sur cette loi. Il apparaît très délicat, très difficile et complexe de revenir sur la loi d'amnistie qui a été votée le 6 mars 2024. Parce qu'il ne faut pas oublier que des dossiers ont été classés. Est-ce qu'on va revenir à la situation, au statu quo ante? Est-ce que on va remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée? La loi pénale plus sévère ne saurait rétroagir, voilà. Si les deux juristes sont formels sur la question, Maître Bamba Cissé prend complètement leur contre-pied. Pour la robe noire, en répondant à Aïssata Tall Sall, je cite, l'intangibilité des droits acquis n'est pas un principe de droit pénal, mais un principe de droit administratif applicable aux actes administratifs unilatéraux, créateurs de droit. Elle ne joue pas en matière pénale. Il poursuit, quant au principe de la non-rétroactivité des lois, il n'est pas de portée générale en matière pénale. Il précise, la loi pénale plus douce rétroagit. Fin de citation. Le débat se poursuit alors que les nouvelles autorités ont exprimé leur volonté d'abroger cette loi. La loi d'amnistie a été adoptée au mars dernier. Une note nécrologique dans ce journal avec la disparition du colonel Amadou Lam, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, décédé hier vendredi à l'hôpital principal des suites d'une longue maladie. Le groupe Futur Média présente ses condoléances émues à sa famille. Parlons à présent de ce forum international de la femme chef d'entreprise, forum qui s'est tenu du 24 au 27 novembre à Sfax en Tunisie. Ndeye Madeleine Diaw, dite Mado, distinguée pour son travail qu'elle abat dans le domaine de la mode et de l'esthétique en tant que femme entrepreneur et chef d'entreprise. Mado, animatrice également à la télévision Futur Média, se dit très honorée et espère avoir représenté dignement la femme sénégalaise et la télévision Futur Média. La voici, je vous propose de l'écouter. Je suis très heureuse et honorée d'avoir représenté dignement le Sénégal au Forum international de la femme chef d'entreprise à Sfax, Tunis. Nous avons débattu également sur le rôle de l'entreprise dans la lutte contre le dérèglement climatique. Nous avons effectué des visites d'entreprise et je fus émerveillée de voir le leadership féminin car des grandes entreprises dirigées par des grandes dames tunisiennes et vraiment fière de voir que la femme africaine contribue à l'économie de son pays. Alors vive l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Félicitations à notre collègue Madeleine Diaw. Basketball à présent, l'AS Ville de Dakar va disputer dans une semaine la Ligue des clubs champions dames à Dakar pour aider leur club à soulever le trophée. Les supporters promettent d'assurer l'animation sur les gradins. L'imamou est président du comité des supporters de l'AS Ville de Dakar. Il lance un appel à ses collègues des autres clubs sénégalais pour une mobilisation générale. Suivons-le au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Nous demandons juste aux joueuses de bien jouer. Nous allons assurer l'ambiance sur les tribunes dans un cadre de fair play. Nous sommes le pays de la Teranga. Nous savons bien recevoir. Les supporters doivent bien se comporter, se préoccuper que de l'animation et ne pas répondre à aucune provocation. Nous promettons de belles chansons et bien d'autres surprises. Nous demandons au public de venir nombreux pour soutenir l'AS Ville de Dakar qui représente le Sénégal. De ce fait, nous lançons un appel aux supporters des autres clubs de venir prêter main forte. Je vais d'ailleurs joindre au téléphone tous les présidents de comités de supporters de Duc, GBA, BOP, Jeanne d'Arc, entre autres. Nous devons être unis pour le Sénégal. Duc, GBA, BOP, GA, tout. Parce que nous, on est ensemble, quoi.
Allez, du basketball chez les femmes, nous passons au handball, toujours chez les dames. Le Sénégal a battu l'Égypte sur le score de 21-16. C'est la 3e victoire des Lions en autant de journées dans cette CAN handball des dames. Ce nouveau succès leur permet de conforter leur première place dans la poule A. Les détails, c'est avec Mamadou Gueye. Le Sénégal s'impose devant l'Égypte sur le score de 21-16. C'est la 3e sortie victorieuse des Lions à la CAN handball des dames. Contrairement aux 2 premières rencontres, ce 3e match a été très disputé, surtout en première période. Les coéquipières de Dungu Camara ne mènent à la pause que par 2 buts d'écart. Le score était de 10-8. De retour des vestiaires, les Lions sont plus efficaces. Elles s'imposent finalement sur le score de 21-16. Avec cette 3e victoire de rang, le Sénégal conforte sa place de leader dans le groupe A après ses succès face au Kenya et Cap-Vert. Les Lions vont rencontrer l'Algérie ce dimanche avant de conclure la phase des groupes contre le Congo mardi prochain. Merci à Mamadou Gueye, merci à vous également d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, retrouvez Pape Cheikh Diallo pour le journal du Grand Bal, l'événement phare de cette fin d'année. Excellente suite de programme en notre compagnie et excellent week-end.